Merci d'être vous à ce journal. Veuillez nous excuser de ce léger retard. Tout d'abord, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui séjourne depuis 12 heures à Dakar, au Sénégal, où il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO. Dans un entretien accordé à nos envoyés spéciaux, le chef de l'État fait sur le point des travaux et insiste particulièrement sur l'intégration énergétique et la sécurité. Que l'Union que nous constituons a fait des progrès et j'espère que les actes que nous venons de prendre aujourd'hui vont faire progresser encore davantage l'Union sur la voie de l'intégration. J'ai oublié d'ailleurs d'autres points aussi importants que la question de l'intégration énergétique, puisque là aussi un comité a été mis en place sous la présidence du président Yahi Boni. Le point nous a été fait par rapport aux actions menées à ce niveau-là. Donc on peut dire que globalement, on a fait une journée très chargée de travail. La conférence a abouti à d'excellents résultats. Monsieur le Président, comment réagissez-vous à l'attentat d'hier à Tessalit au Mali? Alors ce qui s'est passé à Tessalit montre que c'est vrai que militairement les terroristes ont été vaincus, mais ils conservent encore des capacités de nuisance. Donc le combat pour la sécurisation de nos pays n'est pas terminé. C'est un combat de longue haleine. Il va falloir poursuivre ce combat-là. Et même aujourd'hui, l'accent a été mis par les différents chefs d'État sur la nécessité de mutualiser nos moyens de renseignement et autres, afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des pays de l'UEMOA et de manière générale une meilleure sécurité dans la zone sahélo-saharienne, qui est une zone aujourd'hui menacée par les trafics de tout genre, les trafics de drogue, le trafic des armes et surtout menacée par le terrorisme que vous connaissez. Merci. Après la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président de la République, chef de l'État et ses pairs de la sous-région prennent part à un autre sommet, celui de la CEDEAO au Sénégal, toujours. L'ouverture officielle a eu lieu cet après-midi même à Dakar. Les détails avec nos envoyés spéciaux Amsatou Mahamadou et Sani Issoufou. Essentiellement consacrée au dossier économique de l'heure, cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur l'intégration a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État dont le président Issoufou Mahamadou. Il s'agira au cours de cette rencontre d'examiner la recommandation de la session ministérielle extraordinaire relative à la mise en place du tarif extérieur commun de la CEDEAO, de fixer le prélèvement communautaire d'intégration et de négocier sur la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. En se prononçant à l'occasion, le président Macky Sall a souhaité la chaleureuse bienvenue à ses hôtes. Cette rencontre, a-t-il affirmé, est une étape importante de la vie de l'organisation. Il a saisi l'occasion pour féliciter le président malien pour son élection tout en invitant l'ensemble des pays de l'organisation à poursuivre les efforts pour maintenir la paix et la sécurité dans l'espace. Idée soutenue par le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara, qui lui a invité l'ensemble de la communauté internationale à soutenir son organisation de la lutte contre l'insécurité, ce qui permettra sans doute d'accélérer notre processus d'intégration. À Niamey, ce communiqué du Conseil des ministres du vendredi 25 octobre 2013 et par délégation express du président de la République à travers le décret numéro 2013-445/PRN du 23 octobre 2013, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 25 octobre 2013 dans la salle habituelle de réunion du cabinet du Premier ministre sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Et après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris la décision suivante qui est au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a examiné pour avis la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-10 du 26 mars 2012 fixant les avantages accordés aux responsables et aux autres membres de la Haute Cour de justice. L'avis du gouvernement sur ce texte sera transmis à l'Assemblée nationale conformément à la loi. L'ordre du jour étant épuisé, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a levé la séance.
Suite de cette édition, avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant intégration dans le corps judiciaire. Au terme de ce décret, M. Issa Kamoussa, né vers 1972, à Baouratoawa, Maradi, greffier matricule 65-228-V, titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, session d'octobre 2006, et intégré dans le corps judiciaire. Et les travaux du forum sur l'alimentation scolaire ont pris fin hier après-midi au palais de congrès de Niamey. C'est la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qui a présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre sanctionnée par d'importantes recommandations. Lamine Thiari Madougou, Abdou Sidikou. Après 2 jours d'échanges et de partage d'expériences, les participants au forum sur l'alimentation scolaire ont adopté plusieurs recommandations en vue de la réalisation d'un programme national d'alimentation scolaire au Niger. Le renforcement de la coopération entre le gouvernement du Niger, celui du Brésil, le Centre d'excellence contre la faim du PAM au Brésil et le PAM Niger dans le cadre de l'alimentation scolaire. La création d'une direction nationale chargée de l'alimentation scolaire. L'implication du ministère de l'Hydraulique dans la mise en œuvre du plan d'action. La ministre de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam Alhaji Ibrahim, a, au nom des plus hautes autorités du Niger, exprimé sa gratitude à l'endroit du gouvernement brésilien, du Centre d'excellence contre la faim du Brésil et du Programme alimentaire mondial pour leur contribution inestimable à la tenue de ce forum dont les conclusions cadrent parfaitement avec l'engagement du Niger dans le combat pour la restauration d'une éducation de qualité à travers la promotion de l'alimentation scolaire. Durant ces 2 jours de travaux, nous avons non seulement été édifiés par les riches expériences en matière d'alimentation scolaire des différents pays hôtes, mais aussi et surtout nous avons enregistré des propositions, des solutions pour une mise en œuvre réussie et efficace de notre stratégie nationale d'alimentation et de son plan d'action. Nos débats ont permis de constater que chaque acteur de l'école nigérienne, l'État, les partenaires techniques et financiers, les collectivités, les syndicats, les communautés villageoises, les parents d'élèves et les élèves ont chacun un rôle à jouer dans la promotion de l'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire doit être multisectorielle et sera réalisée de manière participative avec tous ces acteurs dont je viens de citer. C'est dire que nous devons impérativement mettre en place un cadre permanent de dialogue et de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de notre stratégie nationale. Auparavant, la représentante de l'Agence de la coopération brésilienne a salué la forte volonté du Niger à créer un programme d'alimentation scolaire pour tous les enfants du Niger, avant de souligner que le Niger et le Brésil doivent renforcer leur coopération pour la mise en œuvre d'un programme plus soutenu en matière d'alimentation scolaire. Le directeur du PAM a quant à lui indiqué que la rencontre de Niamey a été une opportunité exceptionnelle car acteurs et partenaires se sont accordés sur la nécessité de fournir plus d'efforts dans les 10 prochaines années afin d'améliorer la situation de l'alimentation scolaire au Niger. Enfin, le Centre d'excellence contre la faim du Brésil s'est félicité par la voix de son directeur des recommandations issues de la rencontre de Niamey, tout en réaffirmant la disponibilité du centre à accompagner le Niger pour la mise en œuvre du plan d'action et de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire au profit des élèves et des parents d'élèves du Niger. Restons dans le domaine de l'éducation. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a réceptionné ce matin un don de fournitures scolaires offert par les autorités bolivariennes du Venezuela. Ce don destiné aux élèves des régions de Tillabéri et d'Osso constitue un geste louable à l'endroit de l'école nigérienne. Lamine Thiari Madougou, Issoufou Suleiman. Les autorités bolivariennes du Venezuela apportent leur contribution aux efforts du gouvernement nigérien en matière de scolarisation des enfants du Niger. Elles ont aujourd'hui des mains du chargé d'affaires de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Niger avec résidence au Bénin, mis à la disposition du ministère en charge de l'enseignement primaire 1225 kits de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles de Tillabéri et de Dosso.
remise dans le cadre d'éducation, parce que pour notre gouvernement, l'éducation représente vraiment la responsabilité, non seulement pour notre pays, sinon pour le pays, pour laquelle Venezuela faire le bon travail dans le cadre de la coopération en matière d'éducation, spécialement Niger. C'est notre deuxième fois ici et j'espère que nous pourrons continuer avec ce programme de remise pour les enfants de l'école primaire de Niger. Au nom du président de la République, du gouvernement, des élèves et des parents d'élèves, la ministre Ali Marème Aladji Ibrahim a tenu à exprimer ses remerciements aux autorités bolivariennes du Venezuela pour leur engagement et leur détermination à accompagner l'école nigérienne. Je voudrais exprimer tous nos remerciements à M. Oscar Cabello, chargé d'affaires par intérim de la République bolivarienne du Venezuela au Bénin, qui a tenu à marquer de sa présence cette cérémonie. La mise à disposition de 1225 kits au profit des écoles de Tillabéri et de Dosso constitue un geste louable. L'acquisition de ces kits, composés, comme vous le remarquez, d'un sac à dos, de 4 cahiers, d'un livre, de 3 bics, de 3 crayons, d'une ardoise, d'une règle, d'une gomme, d'un taille-crayon, d'un sachet de craie, de 2 doubles décimètres, 6 rapporteurs, 2 équerres et 4 boîtes à jeux de puzzle contribuera sans nul doute à améliorer la qualité de l'éducation, qui est un des défis majeurs de notre système éducatif. Madame Ali Marème Aladji Ibrahim a rassuré la délégation que les 10 kits de fournitures scolaires iront à leurs destinataires tout en souhaitant qu'ils en fassent un bon usage en ce début de la rentrée scolaire 2013-2014. Et à l'occasion de la journée des Nations Unies 2013, il a été organisé hier après-midi un cocktail dans le jardin du PNUD à Niamey, placé sous le signe de la paix, le développement, la sécurité, la réduction de la pauvreté. Cette journée est commémorée chaque 24 octobre du concert avec 193 autres pays dans le monde. Achète Moukela, Askou Joubrilla. Ils étaient nombreux, membres du gouvernement, corps diplomatique, personnel du PNUD à prendre part à ce cocktail organisé par la représentation des Nations Unies au Niger à l'occasion de l'édition 2013 de la journée porte ouverte. Après avoir témoigné toute sa gratitude à l'endroit des autorités et le peuple nigérien, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a salué la collaboration du Niger dans la réalisation des différents projets entrepris par le PNUD dans tous les domaines de la coopération avec son institution. Fodé Ndiaye de réitérer l'engagement et la disponibilité du PNUD à accompagner les autorités nigériennes dans leur lutte pour l'atteinte des OMD, notamment dans le domaine humanitaire. Je voudrais donc, en ce jour, vous réitérer que les Nations Unies, incluant dans ce pays aussi le Fonds monétaire et la Banque mondiale, lors du bilan que le gouvernement avait envisagé, nous avions mentionné que globalement, lors des 2 dernières années, nous avions contribué pour 750 milliards de dollars en humanitaire et développement. Et je voudrais aussi remercier les bailleurs de fonds qui, eux aussi, ont contribué par le biais des Nations Unies à faire en sorte que ces actions soient réalité. Nous voudrions, pour conclure, dire que ces relations entre les Nations Unies et le gouvernement nigérien, qui sont très fortes et que nous voulons renforcer, nous les devons aussi à des hommes et à des femmes qui laissent leur famille jour et nuit pour vraiment contribuer au développement du pays. Je voudrais leur rendre aussi un hommage très mérité. Je ne trahirai pas un secret, comme j'ai dit au ministre de la Justice. Nous allons laisser à César ce qui appartient à César. En l'occurrence, au président de la République de faire l'annonce en temps voulu. Mais je voudrais vous réaffirmer ici qu'au plus haut niveau, le secrétaire général des Nations Unies, le président envisage incessamment, et c'est confirmé, une visite conjointe au Niger, montrant comment le Niger est placé haut au niveau du radar de ces grandes institutions. Et je suis certain que cela profitera beaucoup au pays.
Il est à noter que cette journée porte ouverte des Nations Unies a été l'occasion pour le personnel du PNUD de mener plusieurs œuvres humanitaires, dont entre autres le don de sang qui permettra de sauver beaucoup de vies, notamment celles des femmes et les victimes d'accidents. Lancement hier après-midi au Centre culturel Omar Ouganda de Niamey des activités de la semaine culturelle de l'intégration africaine. Plusieurs œuvres d'art ont été présentées par les participants venus de l'espace CEDEAO dans le Niger et une conférence sur le thème expression culturelle africaine, quel apport pour l'intégration et le développement du continent. Djouari Isaka Issa. Rapprocher des peuples africains par la consolidation de liens entre les pays de la sous-région, voire l'Afrique tout entière, en renforçant le principe du mieux vivre ensemble, malgré les différences des cultures, de langues, de traditions, de religions et de coutumes, c'est ici que cette semaine culturelle tire toute sa substance. N'a-t-on pas coutume de dire qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme? De tous les temps, la culture a eu le mérite de rassembler, d'unir et de grandir les hommes, et aucun développement réel ne peut être possible en marge de celle-ci. C'est pourquoi je voudrais, au nom de toutes les communautés étrangères au Niger, en association avec la vaillante population nigérienne, lancer un cri de cœur envers les institutions en charge de la culture, de perpétuer ce genre de manifestations en vue de véganiser la culture africaine, seule richesse sûre et non violable de nos différents peuples. Pour le ministre de la Culture, le Niger doit jouer son rôle dans cette intégration africaine. Terre d'hospitalité légendaire, le Niger, à travers son histoire et de par sa situation géographique, est bien armé pour jouer sa partition dans cette politique d'intégration africaine. Tel est le sens du présent événement dénommé Semaine de l'intégration africaine, dont l'édition 2013 a regroupé les ressortissants de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Togo, du Sénégal, du Nigeria, de Guinée, de Gambie, du Ghana et bien sûr du Niger. Cette forte mobilisation est à mettre à l'actif des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Une visite des stands d'exposition des pays participants a permis de découvrir la variété culturelle et artistique de l'Afrique. En marge de cette exposition, une conférence sur l'importance de la culture pour l'intégration des peuples et le développement du continent a été tenue par le Dr Abdoulaye Oli Sarki, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Cette semaine culturelle prendra fin le 29 octobre 2013. Le ministre de l'Équipement à la tête d'une importante délégation composée des responsables des régions de Tawa et Maradi a effectué une visite de renforcement du lien de coopération transfrontalière entre le Niger et le Nigeria le 22 et 23 octobre dernier. Des précisions avec Mohamed El Mokhtar et Laoli Sini. Le gouverneur de Sokoto, il venait de nous gratifier en tout cas d'un projet de 3 routes qui vont quitter les frontières du Nigeria pour en tout cas rejoindre la RNA, notamment dans la zone de Labada et dans la zone de Galmi et entre Souloulou et Guidarumji. Donc c'est à ce titre-là que nous avons fait le déplacement pour le remercier de ces efforts-là et lui demander d'intercéder auprès des autres gouverneurs qui ont en tout cas la frontière avec le Niger, d'en faire autant, d'emboîter le pas. Nous rentrons en tout cas à Gayardi et puis du fait que le gouverneur nous a donné des informations en tout cas encore plus intéressantes par rapport à ce qu'il prévoit de faire au Niger, donc dont nous donnons certainement la primauté à l'autorité qui nous a envoyé. J'étais sorti en tout cas très satisfait de voir que le gouverneur de l'État de Sokoto en tout cas a compris qu'on ne peut pas parler de développement sans éducation. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit intérioriser. Tous les pays qui sont développés ont passé évidemment par le cap, par le canal de l'éducation. Et ça, il a compris. Et j'ai été très émerveillé de voir en tout cas les moyens qu'on a mis pour construire cette nouvelle université. Et en discutant, j'ai compris que en tout cas c'est une université qui est prête à accueillir non seulement les fils
et filles du Nigeria, mais aussi de la sous-région. Le ministère de l'Agriculture a procédé ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey au lancement officiel du projet Amélioration de la qualité et des standards sur les engrais au Niger. À cette occasion, plusieurs projets et services ont exposé des variétés d'engrais, de semences et des produits phytosanitaires aux invités. Mahmoud Idrissa Mega et Issoufou Nomo. C'est conformément à la politique agricole sous-régionale tamponnée par l'Alliance pour la révolution agricole en Afrique, AGRA, et le respect des normes et réglementations harmonisées des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA que le ministère de l'Agriculture du Niger a procédé ce matin au lancement officiel de ce projet intitulé « Projet d'amélioration de la qualité et des standards sur les engrais au Niger ». Il s'agit là d'un projet qui vise le contrôle efficace des engrais utilisés dans nos pays, mais également qui oriente les utilisateurs vers les intrants adéquats. Le projet d'amélioration de la qualité et des standards sur les engrais au Niger que nous lançons aujourd'hui cadre parfaitement avec la stratégie de l'initiative 3N du président de la République et du gouvernement qui déploie, il faut le souligner, d'importantes ressources pour l'achat et la subvention des engrais chaque année. Je voudrais, avant de terminer mon propos, adresser au nom de la population nigérienne mes sincères remerciements à nos partenaires au développement pour leur soutien constant à notre combat pour la sécurité alimentaire. Ces remerciements vont en particulier à l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, pour son appui de 249 000 $ US sur une période de 3 ans pour le financement de certaines activités du projet. La finalité de ce projet est de promouvoir la sécurité alimentaire en développant l'agriculture conformément à l'initiative 3N, programme de référence à la matière dans notre pays. Les premières des réformes concernent à la fois les semences et les intrants. Il vous souviendra qu'en ce qui concerne les semences, un schéma semencier national a été défini, une politique nationale a été adoptée en Conseil des ministres et une loi complémentaire au règlement harmonisé de la CEDEAO est en voie d'adoption. De la même manière, en ce qui concerne les engrais et les produits phytosanitaires, le souci de l'intégration régionale CEDEAO voudrait qu'on aille dans un pareil processus et qu'on aboutisse à la fois à des règles communes, à des procédures communes et à des indicateurs communs. Le centre d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, le CAIMA, ainsi que plusieurs projets et services ont exposé leurs produits aux invités. C'est toute une diversité d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires de qualité qu'ils comptent mettre à la disposition des populations. Le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger a animé cet après-midi même à Niamey une conférence de presse. Il s'agit pour Amadou Harouna d'apporter des éclaircissements sur la situation du programme de Kandaji et donner plus de détails par rapport à la communication faite au cours du Conseil des ministres du 23 octobre 2013. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le marché a été résilié et donc après la résiliation du marché, nous sommes en train de travailler sur deux chantiers parallèles. Le premier évidemment c'est la gestion de la résiliation et le deuxième plus important pour nous c'est la reprise des travaux. Comment nous pouvons très rapidement reprendre ces travaux de construction du barrage de Kandaji. S'agissant de la gestion de la résiliation, nous avons résilié le contrat. Nous avons donc fait l'état des lieux depuis le 23 juillet 2013. Nous avons fait l'état des lieux de façon contradictoire avec l'entreprise. Nous avons le chantier sous-scellé. Nous avons fait appel de caution et nous sommes en train d'élaborer le décompte général et définitif pour solder carrément le marché. Donc nous sommes à cette étape-là, le décompte définitif a été établi, nous l'envoyons à l'entreprise pour signature et une fois que c'est signé, ça veut dire que nous clôturons cette affaire de la gestion. Maintenant le plus important est là où évidemment le chef de l'État et le Premier ministre suivent de très près, c'est cette question de reprise de ces travaux-là. Alors, en raison de l'extrême urgence liée à la poursuite des travaux, nous sommes dit, la première chose à faire, c'est de faire un audit technique et financier de ce qui a été fait. On a recruté un consultant indépendant qui a été financé par la Banque islamique de développement. Ce consultant
est allé sur le chantier, c'est un bureau d'études, ils sont venus ici, ils ont séjourné, ils sont allés sur le chantier, ils ont fait le point, ils ont déposé un rapport provisoire sur lequel des observations ont été faites et nous avons même reçu le rapport définitif. Alors, que dit le rapport d'audit? Le rapport, très rapidement, conclut, que l'exécution des travaux sur le terrain, d'après ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont pu relever, le taux d'exécution après 2 ans est effectivement de 6%. Et que l'entreprise a accumulé un retard d'environ 17 mois par rapport au planning, sur 24 mois. Deuxième chose, sur le plan financier, l'auditeur est venu à la conclusion que l'entreprise doit rembourser environ 10 milliards de francs CFA à l'État nigérien. Amadou Harouna Dahar, que vous retrouverez en partie magazine. Les travaux de la réunion du comité technique scientifique de l'Association des sociétés d'électricité en Afrique, ASEA, ont pris fin hier après-midi au palais de congrès de Niamey. Les experts des sociétés d'électricité en Afrique ont à cette occasion examiné les préoccupations de l'heure et les perspectives en matière de l'énergie électrique. Gérald Abdelaziz Hamaniseni. Pendant les 2 jours qu'ont duré les travaux de cette réunion du comité scientifique de l'Association des sociétés d'électricité en Afrique, ASEA, les experts ont d'abord pris connaissance des efforts que les autorités de la 7e République sont en train de déployer dans le secteur électrique et sur les nouvelles technologies pour optimiser la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Ensuite, ils ont défini 2 principaux axes à l'issue du débat sur les thématiques du comité technique scientifique. Le premier est relatif à l'accès à l'énergie durable et le second à la gestion de la clientèle et au financement du secteur électrique en Afrique. Les participants se sont enfin penchés sur le prochain congrès, le 18e, qui aura pour thème le mix énergétique en Afrique, défis et perspectives. D'ores et déjà, un travail remarquable a été fait par l'Angola qui va accueillir l'événement en juin 2014 à la grande satisfaction des participants. Au nom du ministre de l'Énergie et du Pétrole, nous vous remercions pour votre engagement, pour le sérieux que vous avez mis dans le cadre de ces 2 jours de travaux. Nous fondons vraiment grand espoir que vous allez poursuivre les travaux par échange électronique, de manière que le congrès de juin prochain à Luanda puisse produire quelque chose dans l'intérêt des sociétés d'électricité de l'Afrique. L'électricité est un facteur essentiel pour nos pays. Sans électricité, il n'y a pas de développement. Et c'est pourquoi, vraiment, toute l'Afrique a les yeux braqués vers vous pour que, vraiment, l'Afrique soit extirpée du cycle de la pauvreté. Les experts des sociétés d'électricité en Afrique se sont donc quittés dans l'espoir de tenir en juin 2014 à Luanda, en Angola, un excellent congrès qui permettra d'atteindre les objectifs visés. La mission du comité technique national de prévention, de gestion et suivi des inondations, conduite par la conseillère spéciale du Premier ministre chargée des affaires humanitaires, s'est rendue à Makolondi, dans le département de Saï. Objectif, se rendre compte sur place des réponses aux victimes des inondations. Zakari Maman. La commune rurale de Makalondi, dans le département de Torodi, qui a constitué la première étape de la mission, est l'une des 2 communes du département affectées par les inondations. 5 villages sont alors touchés, soit 373 ménages pour 2941 personnes. 37,30 tonnes de vivres sont mis à la disposition des sinistrés. À cela s'ajoute l'assistance des partenaires. Madame Yahya Saada Toumalambarmou et les membres de la mission ont visité le magasin où sont stockés les vivres avant de superviser l'opération de distribution de ces vivres aux sinistrés de Makalondi. Le préfet du département de Torodi a mis cette mission à profit pour signifier l'importance de l'assistance qu'apporte l'État et ses partenaires aux sinistrés et demander à la conseillère du Premier ministre de transmettre toute la reconnaissance de la population au président de la République, chef de l'État, pour tous ses efforts. La seconde étape a conduit la conseillère du Premier ministre, Mme Yahya Saada Toumalambarmou, et sa délégation au village de Tamou, dans le département de Saï. Là, ce sont 507 ménages totalisant 4 934 personnes de 7 villages qui bénéficient de l'assistance en vivres de l'État et ses partenaires.
Là aussi, la distribution qui a commencé se poursuit normalement. Aucun problème n'a été relevé par la mission du comité technique national. Madame Yahya Sadatou Malam Barmou s'est dite d'ailleurs satisfaite de ce qu'elle a trouvé au village de Tamou. Le préfet du département de Saï et les membres de la mission se sont employés pour davantage sensibiliser la population afin de quitter les zones inondables. Notez que dans le département de Saï, outre la commune de Tamou, celle de Guelajou avec 6 villages de 269 ménages pour 2748 habitants et la commune de Saï avec une dizaine de villages de 507 ménages totalisant 3708 personnes sinistrées qui bénéficient respectivement de 26,90 tonnes et 158,20 tonnes de vivres comme d'aide aux sinistrés. Restons dans cette même région où une mission du Comité technique national de prévention, de gestion et de suivi des inondations de 2013 vient de séjourner dans la région de Tillabéri. Objectif constater la disponibilité des vivres et vérifier les dispositions prises pour une bonne gestion. Il s'agissait pour la mission conduite par Moussa Inja, membre du Comité technique national de prévention, gestion et de suivi des inondations, en compagnie du chef de bataillon commandant Sidi Mohamed, représentant la direction générale de la protection civile, de visiter l'OPVN de Madawa, où 85 tonnes de vivres ont été distribuées aux communes de Bangui, Azororissa, Bangida et Madawa. À Tajaye, 438 ménages ont reçu près de 70 tonnes de mil et maïs. À Tawa-Ville, près de 130 ménages ont bénéficié de 13 tonnes environ de céréales. En perspective, il a été demandé aux sinistrés d'éviter les zones inondables et de se recaser sur des sites appropriés. Les objectifs assignés à cette mission sont de plusieurs ordres. D'abord, pouvoir de visu les appuis apportés à la population sinistrée. Ensuite, maintenant, participer aux besoins à la distribution, là où ce n'est pas encore fait. Voir la qualité de cet appui, du point de vue quantité comme du point de vue qualité. Ensuite, échanger avec les responsables, les différents responsables de la situation des sinistrés et de l'appui apporté, le gap s'il y en a. Ensuite, maintenant, de voir un autre aspect, pas de moindre l'aspect besoin en relèvement. Aussi, nous sommes rassurés que les populations ciblées ont toutes été intéressées. Et aussi, nous avons constaté lors de notre passage l'appui apporté par d'autres partenaires, en l'occurrence Croix-Rouge, UNICEF et Samaritains, à travers les appuis aussi bien en vivre qu'en non-vivre. Et ce réconfort-là a été ressenti à travers les témoignages de la population elle-même bénéficiaire. Aussi, le chef de mission a saisi l'occasion pour transmettre aux populations les salutations fraternelles du chef de l'État, son Excellence Mamadou Issoufou, et du Premier ministre, son Excellence Birji Rafini. Des populations très actives qui n'ont cessé de dire merci aux autorités de la 7e République. Donc c'était là plutôt Tawa, une mission conduite par un membre du comité technique national de prévention, gestion et suivi des inondations 2013, s'est rendu dans les départements de Madawa, Ilela et Tawa commune. Donc un reportage signé Hawa Mamadou et Yazi Rabiou. À Difa, inauguration officielle ce matin de la plateforme d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement des jeunes de la ville de Difa. C'est le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques qui a présidé la dite cérémonie. Abdraman Boukari, Abdraman Maaz. Cette cérémonie consacrée à l'inauguration officielle de la plateforme d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement des jeunes de la ville de Difa, intervenue ce matin, s'est déroulée sous la présidence du directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques. La plateforme, faut-il le rappeler, est un outil exclusivement au service de la jeunesse et qui a pour vocation d'informer et d'orienter les jeunes afin qu'ils puissent effectuer des choix professionnels en toute connaissance de cause et accéder aux services existants, de rendre accessible une somme de services permettant aux jeunes de définir et de réaliser leurs projets professionnels, comme souligné par M. Joseph Baudin,
directeur régional des enseignements professionnels et techniques, dans sa note introductive à cette cérémonie, peu après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, qui a pour sa part invité les jeunes à s'approprier de cette structure d'une importance capitale, abondant dans le même sens le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumana Gao, au vu des performances déjà enregistrées par cette plateforme, d'exhorter les conseillers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour ne pas décevoir cette jeunesse qui désormais va légitimement fonder son espoir sur ce service. M. Yacoubou Soumana Gao a également saisi cette occasion pour présenter ses sincères remerciements aux autorités de la 7e République qui ont toujours fait des problèmes de la jeunesse leur préoccupation majeure. Quant au directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques, en procédant à l'inauguration officielle de cette structure, il a d'abord rappelé le poids de la jeunesse dans notre société et les multiples politiques élaborées et adoptées par l'État afin de lutter résolument contre le chômage des jeunes en les intégrant dans le circuit économique à travers un emploi décent et rémunérateur avant de s'appesantir sur les différentes missions assignées à ce dispositif adopté par le ministère des Enseignements professionnels et techniques. Ce dispositif a pour mission de contribuer à travers une dynamique partenariale des acteurs publics et privés à la mise en place d'un mécanisme performant d'accompagnement des jeunes sans emploi, stables ou en difficulté d'accès à l'emploi. Qu'il s'agisse des diplômés, non diplômés, scolarisés et non scolarisés. Chers jeunes, cette plateforme est la vôtre. Il vous appartient de la fréquenter régulièrement pour en tirer le meilleur profit. A noter que cette série d'interventions ponctuée par un sketch pour amener les uns et les autres à mieux appréhender ce service a par la suite donné place à la coupure du ruban, marquant ainsi l'inauguration officielle de la plateforme d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement des jeunes de la ville de Difa, suivie de la visite guidée des locaux. Les travaux de la réunion du comité régional de santé des régions de Niamey, Dosso et Zender ont débuté. Objectif est d'évaluer la performance de la mise en œuvre des plans d'action des districts de centres hospitaliers régionaux et des directions régionaux de santé publique de l'année écoulée et faire les perspectives de l'année 2014. Nos correspondants régionaux. Pour évaluer ces plans, il convient de souligner qu'un système de suivi et évaluation basé sur 45 indicateurs stratégiques renseignés chaque année et 2 évaluations est mis en place pour apprécier les résultats obtenus et procéder au réajustement nécessaire des interventions en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Du bilan préliminaire déjà fait, les constats suivants se dégagent, a souligné le gouverneur de la région de Niamey en procédant à l'ouverture des travaux. Il s'agit, a-t-il déclaré, des efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de la couverture sanitaire et cela doit être poursuivi pour couvrir toutes les zones périurbaines. S'agissant des équipements, le plan d'action annuel a mis l'accent sur l'acquisition du matériel adapté aux soins de santé, son entretien préventif et curatif à travers la promotion d'une bonne gestion de la maintenance et un développement des technologies biomédicales. Hamidou Garba Mamadou a également relevé que les services de la santé et de la reproduction ont connu un développement favorisé par l'adaptation des services de santé aux besoins des adolescents et des jeunes, améliorer significativement la prise en charge des maladies de l'enfant au niveau de formation sanitaire, etc., etc. Le système d'approvisionnement en médicaments consommables et réactifs demeure insuffisant, a-t-il fait remarquer. Cependant, il a souligné que des efforts ont été fournis pour développer la pharmacovigilance, le contrôle de la qualité des médicaments, la sécurité transfusionnelle, assurer une meilleure intégration des médicaments traditionnels dans les services de santé. Le gouverneur de la région de Niamey a aussi évoqué la prise en charge des maladies transmissibles, non transmissibles, émergentes et réémergentes qui restent insuffisantes. S'agissant du personnel, il est en nombre suffisant et assure une bonne prise en charge de santé. C'est pourquoi Hamidou Garba Mamadou a indiqué qu'un accent doit être mis particulièrement dans la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, le redéploiement des effectifs, la gestion de la carrière des agents et leur motivation en prévoyant des mesures incitatives. En matière de gouvernance et de leadership, le gouverneur de Niamey a suggéré de consolider la décentralisation des services, d'améliorer la gestion des ressources financières et le suivi et évaluation des activités des structures sanitaires, d'élaborer une stratégie de communication en santé et de renforcer la prise en compte du genre.
Cette intervention a été suivie d'un exposé sur la revue annuelle 2013 de la région de Niamey. Cette importante rencontre du comité régional de santé a vu la participation de plusieurs acteurs concernés par la question. Autorités administratives, élus locaux, chefs coutumiers et partenaires du secteur de la santé publique qui débattront sur toutes les préoccupations en matière de santé de nos populations en vue d'évaluer et de valider le plan d'action annuel 2013 et la planification de ceux de 2014. Ainsi, selon l'exposé du directeur régional de la santé publique de DIFA, la région compte 523 421 habitants et dispose de 3 districts sanitaires, 2 hôpitaux de référence, 50 CSI et 134 cases de santé. Il ressort des évaluations faites que la région dispose de 18 médecins, soit un médecin pour 29 081 patients, ce qui ne répond du tout pas aux normes de l'OMS qui envisage un médecin pour 10 000 patients. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur Soumana Yacouba Gao, qui présidait les travaux de la présente rencontre, souligne que tout système soucieux de réussite se doit de disposer des moyens pour évaluer régulièrement ses performances en vue de déclencher des mesures correctrices si nécessaire. À cet effet, a dit le gouverneur de la région, cette réunion de validation et d'évaluation des plans d'action annuels des différentes structures sanitaires permettra à tous les participants à la rencontre de mieux apprécier le niveau de réalisation des actions, d'analyser le niveau des indicateurs de suivi et évaluation du plan de développement sanitaire 2011-2015, d'identifier les problèmes qui se posent et enfin proposer des solutions. De même, la situation sécuritaire particulière de cette année, quelque peu mouvementée le long de notre frontière sud et le flux de population qui en a découlé a longtemps suscité des inquiétudes au plan sanitaire, mais finalement dissipé grâce aux actions énergiques de nos structures sanitaires avec l'appui des autorités administratives et coutumières, des populations et des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, notamment les organisations du système des Nations Unies. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité à tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont jamais ménagé leurs efforts en vue de l'amélioration de la santé de nos populations. Je saisis également cette occasion pour exhorter l'ensemble des cadres de la santé à persévérer dans cette voie, car nos communautés attendent d'eux disponibilité et détermination constante. Cette rencontre qui durera 2 jours sera marquée par de nombreuses présentations des responsables sanitaires de la région de Difa. Le gouverneur de la région de Difa, pour terminer son intervention, souhaitait aux participants à la rencontre plein succès aux travaux et déclare ouverte la réunion du comité régional de santé pour l'année 2013-2014. Il faut rappeler que dans le cadre de la démarche globale de réduction de la pauvreté inscrite dans le plan de développement économique et social PDS que le gouvernement de la 7e République a élaboré, le ministère de la Santé publique met en œuvre depuis 2011 le plan de développement sanitaire 2011-2015 dont l'objectif général est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile en mettant l'accent sur l'efficience du système de santé. Aussi, parmi les mécanismes institués pour mesurer le niveau de mise en œuvre du PDS figure-t-il le comité régional de santé, instance régionale chargée d'apprécier l'évolution de la santé des populations de la région à travers l'analyse des indicateurs de performance, d'identifier les problèmes prioritaires et de faire des propositions de mesures correctrices. Ainsi, pendant 3 jours, les participants aux travaux ont eu à échanger sur la mise en œuvre des plans annuels d'activité PPA 2013 et la programmation des activités de 2014 de toutes les entités sanitaires de la région. Occasion saisie par le secrétaire général de la région de Maradi, Moussa Ibrahim, de remercier au nom des autorités régionales l'ensemble des participants à cette rencontre pour la qualité des travaux accomplis. Parmi les mécanismes institués pour mesurer le niveau de mise en œuvre du PDS figure le comité régional de santé, instance régionale chargée d'apprécier l'évolution de la santé des populations de la région à travers l'analyse des indicateurs de performance, d'identifier les problèmes prioritaires et de faire des propositions de mesures correctives. Au terme de son intervention, le secrétaire général de la région de Maradi a saisi cette opportunité pour remercier très sincèrement nos partenaires techniques et financiers pour les efforts qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cadre d'échange et de réflexion, cette Assemblée générale du Comité régional de santé
a réuni les membres de ces comités, dont les secrétaires généraux des préfectures, les élus locaux, les représentants de la chefferie traditionnelle, les cadres techniques régionaux, les représentants du ministère de la Santé publique, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers pour faire la revue des activités de l'année en cours et aussi adopter les programmations de l'année suivante. Son objectif général est d'une part la validation de l'évaluation technique des plans d'action annuels 2013, des districts sanitaires, du centre hospitalier régional et de la direction régionale de la santé publique, et d'autre part l'adoption des programmations 2014, et cela dans la mise en œuvre du plan de développement 2011-2015. À cet effet, procédant à l'ouverture officielle de cette Assemblée générale, le deuxième vice-président du Conseil régional de Dosso a rappelé l'importance de la participation communautaire dans le système de santé de notre pays comme moyen d'amener les populations à s'impliquer dans la gestion des formations sanitaires. Il précise ensuite que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la participation communautaire est un processus social par lequel des groupes particuliers de personnes ayant des besoins communs et vivant dans un périmètre déterminé s'emploient activement à définir leurs besoins, tout en prenant les décisions en séduisant des mécanismes destinés à satisfaire ces mêmes besoins. Le deuxième vice-président du Conseil régional n'a pas manqué de citer les grandes étapes de la participation communautaire qui sont l'information, la consultation, la concertation et la codécision. M. Adabi Issa a mentionné que la santé de nos populations constitue une priorité des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Mahamadou Issou, président de la République, chef de l'État. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers pour l'appui qu'ils nécessitent d'apporter, particulièrement le Fonds commun qui a financé les présentes assises. Dans le cadre de l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens et de la visibilité des champs de multiplication de semences, le gouverneur de la région de Dosso a entrepris plusieurs visites en compagnie du président du conseil régional, du coordonnateur 3N et des chefs des services techniques régionaux, Ousmane Abdou Habibou Bakou. Cette mission du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, en compagnie du président du conseil régional, du coordonnateur initiative 3N de la région de Dosso et des cadres régionaux, a pour objectif de rendre visibles les actions de l'initiative 3N dans la région de Dosso, prendre contact avec les multiplicateurs de semences, connaître leur niveau de production, les encourager à s'investir davantage dans ce secteur et informer les partenaires de la disponibilité en quantité importante de semences améliorées dans la région de Dosso. Le Centre de développement de l'artisanat rural et du machinisme agricole CEDERMA, première étape, est créé en 1973 pour la formation des artisans ruraux et par la demande croissante, il a été transformé en atelier de production de matériel agricole. On y fabrique des batteuses à mille motorisées et d'autres appareils adaptés à notre contexte. Le gouverneur, après avoir visité l'atelier et reçu des explications, a demandé aux responsables de mettre l'accent sur la publicité à travers les médias afin de faire connaître les possibilités qu'offre ce centre. La délégation s'est ensuite rendue au champ du producteur Morou Hassan, dit Koubou, de 35 hectares où l'on cultive la variété de mil ICNV ou HKP améliorée, une variété de l'icrysate de 80 jours en cycle normal. Cette année, la production a été très bonne avec plus de 2000 bottes. Ces producteurs sont organisés en groupement Al-Farey Mazada de semences améliorées. La filière semencière est bien assise dans la région de Dosso avec plus de 1750 tonnes de production cette année. Le gouverneur de Dosso s'est dit très satisfait de cette performance qui cadre parfaitement avec l'initiative 3N. En route pour Bengou, le gouverneur de Dosso a marqué un arrêt sur le chantier de construction de la route Bela-Gaya. Les travaux avancent lentement, mais sûrement. Le gouverneur de Dosso a ensuite visité à Bengou, dans le département de Gaya, un site de l'INRAN où est expérimenté avec l'appui de Niche 18 la culture du grain-can, une nouvelle variété de sorgho à double utilité, production de grains et de fourrage, avec un rendement de plus de 2 tonnes à l'hectare. Le gouverneur a demandé la vulgarisation de cette variété dans les autres départements. M. Seydou Ali Zataou a à chaque étape félicité les producteurs et les partenaires qui appuient ces actions de développement.
Restons à l'intérieur du pays avec partage d'expérience avec les étudiants en matière d'eau et d'assainissement à Zender à l'occasion de la journée de la science organisée par l'UNICEF. C'était lors d'une conférence tenue dans l'amphithéâtre de l'université de la région. Samnatahi Lawali Babale. Cette conférence a été organisée sur le thème de forage manuel, eau et assainissement pour sensibiliser les étudiants à l'occasion de la journée de la science sur les contributions de l'UNICEF dans l'amélioration de la qualité de vie des populations en général, des femmes et des enfants en particulier. Les contributions, c'est qu'on investit énormément en termes d'appui au gouvernement dans les questions de l'eau, mais aussi nous contribuons en dehors des secteurs de l'éducation, de la protection, etc. Mais le cas précis, c'est les contributions dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable que l'UNICEF apporte au gouvernement du Niger. Là, les résultats sont assez intéressants. C'est que l'idée de la conférence est de montrer aux étudiants qu'il y a des initiatives simples et innovantes qui peuvent permettre d'apporter un changement radical au niveau des communautés. Quand je prends la question de l'assainissement, c'est l'idée à travers l'ATPC, c'est non pas la construction de latrines, mais plutôt susciter le changement des comportements individuels et aussi agir sur les normes sociales, carrément charger les normes sociales, peut-être créer de nouvelles normes qui puissent permettre aux communautés de vivre dans un meilleur environnement salubre, propre. Ainsi, les deux conférenciers, Mati Adamou, responsable de la communication, et Kala Lawali, responsable du gène et d'assainissement au sous-bureau UNICEF Maradi, se sont apaisantis sur les technologies, approches et stratégies innovantes en matière de réalisation des forages manuels, de communication et sensibilisation visant le changement des comportements positifs des communautés, la dynamique et les résultats de la recherche-action auxquels l'on est parvenu et qui ont été fort appréciés par les étudiants et enseignants-chercheurs qui ont par ailleurs apporté leur contribution à l'enrichissement des débats. Célébration également à Tillabéri de plusieurs manifestations culturelles dans le cadre de la journée mondiale de lavage des mains au savon. Le pouvoir est dans vos mains a été le thème retenu pour cette édition 2013. C'est donc ce mercredi 23 octobre que les populations de Tillabéri ont choisi pour répondre à l'appel que la communauté mondiale, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, a lancé il y a 6 ans, consacrant une journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette cérémonie qui s'est déroulée à Mari, commune urbaine de Tillabéri, a vu la participation massive des populations ainsi que celle des autorités administratives et coutumières et les cadres techniques de la région, donnant ainsi un cachet particulier à la commémoration de cette journée. Occasion pour le président du conseil communal de Tillabéri de se réjouir du choix de son entité administrative pour la célébration de cette journée qui offre l'opportunité d'encourager le lavage des mains au savon dans nos ménages, les lieux publics, les établissements scolaires et les formations sanitaires en vue de rendre plus visible. En procédant au lancement des activités commémoratives, le préfet du département de Tillabéri, représentant le gouverneur empêché, a rappelé toute l'importance de l'assainissement dans la population. Sadou Moro a d'ailleurs fait la corrélation entre le manque d'hygiène et d'assainissement adéquat et la prolifération des maladies diarrhéiques qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infanto-juvénile, avant d'exhorter les populations au simple geste de lavage des mains au savon, réduisant ainsi à plus de 50% les risques de contamination de maladies. Abordant le thème de la journée, le pouvoir est dans vos mains, le préfet de Tillabéri a indiqué qu'il vise à inverser la tendance par la promotion de l'hygiène permettant d'assurer ainsi une meilleure santé aux communautés. Tout en louant les mérites de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC dans l'amélioration des conditions de vie des populations, Sadou Oumarou a salué et félicité ses initiateurs de la région de Tillabéri avant de faire une mention spéciale aux ONG Plan Niger et Solidarité Internationale dont le concours financier aura permis la célébration de cette journée. Le clou de cette cérémonie fut incontestablement la démonstration par le préfet du lavage des mains au savon et la remise officielle de matériel et dispositifs de lavage des mains à l'école primaire de Mari.
Les travaux du forum communal de la commune urbaine d'Ilela se sont ouverts ce jeudi à Badegchiri dans la région de Tawa. Il sera débattu le budget 2014 et l'appui financier du PRODEC à cette commune. Asmatijani Abdullah Draman. Initié par le programme d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance PRODEC, ce forum communal qui a réuni les maires, les conseillers et les représentants des chefs traditionnels était l'instance choisie pour débattre du budget 2014. À l'ouverture des travaux, le maire de la commune rurale de Badegchiri, Abdul Karim Mahamman, a présenté succinctement son entité administrative et les richesses qu'elle regorge, car il faut savoir mobiliser les moyens pour la réalisation des actions prioritaires retenues dans le budget, a-t-il indiqué. S'en est suivi l'intervention du préfet d'Ilela, Ibrahim Al-Khali, qui a tout d'abord tenu à remercier le PRODEC pour sa pleine implication dans le processus, avant de féliciter et encourager la population pour sa ferme détermination. Pour ce budget 2014, le PRODEC a initié une démarche que les autorités communales trouvent réaliste et efficace. Le résultat est une réalité puisque le budget participatif imprègne la population à travers leurs délégués. C'est eux-mêmes qui ont priorisé le problème. Donc vraiment, ils ont sorti directement le problème de la population. Je suis satisfait parce que vraiment ça émane de la population. Ils ont touché les vrais problèmes. Vraiment, ils ont touché surtout l'eau, l'école, la santé. La présentation des délégués de zones sur les actions prioritaires a donné lieu à des échanges houleux mais fructueux entre les participants. Des délégués qui se sont déjà appropriés le processus. Sans projet PRODEC, nous les citoyens de la commune de Badegchiri, on peut travailler, on est tous capables. Occasion saisie par les acteurs des services techniques de l'État pour rappeler leur rôle dans le processus. Les services techniques sont des conseillers de la commune. Donc, ils sont là pour appuyer techniquement la commune, évaluer tout ce qu'on a vu et faire aussi un suivi et évaluation de toutes ces activités-là. On les a suivis d'ailleurs de près. Et vraiment, c'est très important et nous, on est vraiment satisfaits de ce processus parce que c'est un truc qui vient de la population même. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de ce forum communal de Badegchiri. Du sport, dans cette édition, les rencontres entrant dans le cadre des qualifications zonales du championnat mondial 2014 de volleyball ont débuté hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Pour la première journée, le Burkina Faso s'incline devant le Ghana, de même le Niger perd face au Nigeria, tous par 3-7-0. Des détails avec Salamata Moudjibo et Mohamed Soumana. Juste après ce coup d'envoi des qualifications zonales du championnat mondial 2014 de volleyball de la zone 3, débute la rencontre tant attendue des amateurs de ce sport. Nigeria en bleu et face au MENA. Les Nigériens dans cette partie sont leur propre bête noire. Ils multiplient les fautes avec 10 services perdus au premier set. La détermination du MENA, incarnée par un Abdoulaye du Feu, mais bien trop seul, n'a pas suffi pour venir à bout de leurs solides voisins. Les voleurs nigériens pêchent par inconstance et maladresse, alors que les Nigériens en bleu s'appuient sur leur individualité pour maîtriser leur temps fort. Le contre nigérien fait souffrir l'équipe de Ali China dans la première manche, 25-21 en faveur du Nigeria. Si les MENA ont ensuite bien réagi vers la fin du deuxième set et en début du troisième, ils nourrissent des regrets sur la fin qu'ils ont laissée aux Nigériens en accumulant les erreurs. En effet, le collectif des Bleus plus homogène a parfaitement négocié la fin de la manche et gagne par 3-7-0. Le Niger brûle une cartouche dans ses qualifications, mais l'espoir est toujours de mise, avec toutefois obligation de faire mieux. Avant cette rencontre, le représentant de la Confédération africaine de volleyball a remercié le Niger pour l'organisation de ces rencontres, ce à quoi le ministre en charge des sports a répondu que c'est un honneur pour le pays d'accueillir des rencontres de telle envergure.
A noter aussi que le Burkina Faso s'est incliné par 3-7-0 face au Ghana en blanc. Les rencontres se poursuivent à l'Académie des arts martiaux et c'est les deux premiers qui auront la lourde responsabilité de représenter la zone 3 pour la suite. Partie magazine de cette édition avec le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger qui a animé cet après-midi même à Niamey une conférence de presse. Il s'agit pour Amadou Harouna d'apporter des éclaircissements sur la situation du programme du barrage de Kandaji et donner plus de détails par rapport à la communication faite au cours du Conseil des ministres du 23 octobre 2013. Je vous propose de suivre l'intégralité de cette conférence de presse. Bonne réception à tous. Il s'agit d'informer les uns et les autres de la situation du programme Kandaji et notamment de donner plus de détails par rapport à la communication faite sur le sujet au cours du dernier Conseil des ministres tenu le 23 octobre 2013. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais pas revenir sur l'importance du programme Kandaji que vous connaissez tous à sa juste valeur. Mais permettez-moi de rappeler que ce programme est un programme extrêmement important pour le Niger. Et il s'agit d'un programme à but multiple. Et compte tenu de sa contribution potentielle à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Niger, il constitue un programme crucial de soutien pour l'initiative 3N, qui elle-même constitue donc une composante majeure du plan de développement économique et social du Niger. Je voudrais à ce stade de mes propos dire que son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une grande importance à la réalisation de ce programme, dont il suit personnellement l'évolution au jour le jour. Et il ne ménage aucun effort pour faire avancer la réalisation de ce barrage. C'est ainsi que le paiement de la contrepartie du Niger ne souffre d'aucune difficulté et les paiements de la contrepartie se fait de façon très satisfaisante grâce aux instructions justement fermes de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et il reçoit fréquemment, j'allais dire mensuellement, le comité de pilotage du programme pour qu'on lui fasse le point et pour qu'il donne des orientations. Et lequel comité de pilotage est présidé par son Excellence le Premier ministre, M. Brigitte Raffini. C'est pour dire toute l'importance que le gouvernement accorde à ce programme et la manière avec laquelle il le suit de façon assez rapprochée. Et alors, quand on regarde même le financement de ce projet, quand on regarde les bailleurs de fonds, en tout cas en ce qui concerne le barrage, le génie civil du barrage, on se rend compte que l'État du Niger finance à hauteur de 37%. Donc, quelque part, c'est le Niger qui est le principal bailleur de fonds en ce qui concerne en tout cas cette partie du génie civil. Et son financement est mobilisable et les paiements se font de façon assez régulière. Tout ça dénote de l'importance, en tout cas, et de l'engagement fort de ce gouvernement à faire avancer le programme Kandaji. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui sont suivis à ce point, à ce haut niveau-là, au niveau de la présidence. Mais en tout cas, c'est un projet qui est extrêmement important pour les hautes autorités de ce pays-là. Et cela donne un signal fort à nos partenaires. Partenaires qui également vraiment saluent très souvent donc, cet engagement du Niger de pouvoir aller de l'avant. Et je pense que nous devons être fiers du fait que nous-mêmes, nous faisons les efforts pour prendre en charge la réalisation d'un important barrage et pour notre intérêt. Alors le programme lui-même du barrage comporte trois composantes. Il est important de le préciser, puisque nous avons une première composante qui est dédiée au barrage lui-même, au génie civil. Une deuxième composante, la composante B, elle, qui concerne la centrale et les lignes. Et enfin, la quatrième composante qui est consacrée au développement de l'irrigation. Alors très souvent, quand on entend parler de Kandaji, les gens se focalisent surtout sur le génie civil. Donc la première composante. Parce que les autres composantes sont là et notamment par exemple la composante développement de l'irrigation est une composante qui est en train de se mettre en œuvre et on poursuit actuellement la mise en œuvre de cette composante-là sans difficulté majeure. Aujourd'hui, nous avons déjà réalisé 800 hectares. Les 500 sont réceptionnés, les 300 autres vont être réceptionnés très bientôt. Et donc, ça continue.
Le génie civil, c'est vrai que c'est lui le cœur de l'affaire, parce que c'est la construction du barrage lui-même. Vous vous en souvenez, le barrage, les travaux de construction de ce barrage-là avaient été confiés à l'entreprise ZVS. Et je pense que vous êtes informé également du fait que le gouvernement nigérien, le 18 juillet 2013, avait décidé de résilier ce contrat avec l'entreprise russe. La raison principale pour la résiliation de ce contrat a été largement expliquée par son Excellence M. Brigitte Raffini, président du comité de pilotage, Premier ministre. Et moi-même, j'ai eu l'occasion au cours j'étais l'invité du journal télévisé, j'étais revenu là-dessus. Je ne voudrais pas revenir donc sur toutes les raisons de cette résiliation-là, mais je voulais quand même rappeler qu'elle est due essentiellement à l'incapacité de l'entreprise à réaliser les travaux dans les délais et à respecter ses termes contractuels. À l'époque, on l'avait dit, on était après 2 ans d'exécution, après 2 ans de délai, et on était à peine à 6% d'exécution des travaux. Mais nous reviendrons plus tard peut-être sur ces questions-là. Donc, on est focalisé surtout sur cette affaire du génie civil-là. Effectivement, le marché a été résilié. Et donc, après la résiliation du marché, nous sommes en train de travailler sur deux chantiers parallèles. Le premier, évidemment, c'est la gestion de la résiliation. Et le deuxième, plus important pour nous, c'est la reprise des travaux. Comment nous pouvons très rapidement reprendre ces travaux de construction du barrage de Kandaji. S'agissant de la gestion de la résiliation, nous avons résilié le contrat. Nous avons donc fait l'état des lieux depuis le 23 juillet 2013. Nous avons fait l'état des lieux de façon contradictoire avec l'entreprise. Nous avons le chantier sous-scellé. Nous avons fait appel de caution et nous sommes en train d'élaborer le décompte général et définitif pour solder carrément le marché. Donc nous sommes à cette étape-là, le décompte définitif a été établi, nous l'envoyons à l'entreprise pour signature et une fois que c'est signé, ça veut dire que nous clôturons cette affaire de la gestion. Maintenant, le plus important, et là où évidemment le chef de l'État et le Premier ministre suivent de très près, c'est cette question de reprise de ces travaux-là. Alors, en raison de l'extrême urgence liée à la poursuite des travaux, nous sommes dit, la première chose à faire, c'est de faire un audit technique et financier de ce qui a été fait. On a recruté un consultant indépendant qui a été financé par la Banque islamique de développement. Ce consultant est allé sur le chantier, c'est un bureau d'études. Ils sont venus ici, ils ont séjourné, ils sont allés sur le chantier, ils ont fait le point, ils ont déposé un rapport provisoire sur lequel des observations ont été faites et nous avons même reçu le rapport définitif. Alors, que dit le rapport d'audit? Le rapport, très rapidement, conclut, que l'exécution des travaux sur le terrain, d'après ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont pu relever, le taux d'exécution après 2 ans est effectivement de 6%. Et que l'entreprise a accumulé un retard d'environ 17 mois par rapport au planning, sur 24 mois. Deuxième chose, sur le plan financier, l'auditeur est venu à la conclusion que l'entreprise doit rembourser environ 10 milliards de francs CFA à l'État nigérien. C'est-à-dire que l'entreprise a encaissé à peu près 15 milliards de francs CFA. Les travaux qu'elle a réalisés sont estimés à environ 5 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise russe qui doit pouvoir rembourser à l'État nigérien 10 milliards de francs CFA par rapport à ça. On viendra aux questions, mais pour anticiper, je vais tout se dire que ces 15 milliards étaient dus surtout à l'avance de démarrage. Donc on avait donné une avance de démarrage à l'entreprise. Mais ces avances-là étaient cautionnées à 100%. Donc nous avons des cautions des banques qui garantissent ces cautions. Et les cautions sont claires dans leur libellé. À notre première demande, la banque doit pouvoir nous rembourser l'argent qu'on avait pris. Et nous avons fait appel de ces cautions-là auprès des banques concernées. Voilà donc en ce qui concerne ce que l'auditeur a dit. Le lot 1 et 2, nous les mettons ensemble. Donc on met le lot 1 et 2 ensemble, ça veut dire la construction du génie civil du barrage et tous les trucs électromécaniques qui va avec, ça veut dire les vannes et bien un certain nombre de choses. On met tous ensemble pour faire un lot. Le deuxième lot, le nouveau deuxième lot, donc ça va être la centrale. Et le troisième lot va être la ligne double terne, donc du transport d'énergie jusqu'à Gorubanda à Niamey. Alors, en même temps, le consultant a proposé des travaux préparatoires, c'est-à-dire avant la réalisation, il y a un certain nombre de travaux importants
qu'il estime qu'il faut réaliser tout de suite et qui nous permettront de gagner une année dans l'exécution des travaux. Puisque avec le phénomène du cru et de la décrue du fleuve, si nous n'arrivons pas à faire les travaux à un instant bien donné, et nous serons obligés de décaler d'une année. Et donc, il a proposé cet exercice-là, et l'exécution de ce lot-là. Alors, le rapport de l'audit a été partagé avec les partenaires. Je dois dire que dès qu'on a résilié le contrat, la première action qu'on avait faite, c'était d'abord d'informer le peuple nigérien, puisque c'est quand même son ouvrage et puis c'est très important. Et juste après, nous avons informé également les bailleurs de fonds de la décision qui a été prise par le gouvernement. Et en son temps, tous les bailleurs de fonds nous ont écrit pour en tout cas saluer la courageuse décision du gouvernement de résilier ce contrat-là avec cette entreprise-là, parce qu'il n'y avait plus de lisibilité dans l'exécution du marché. Ils disent que, tous ont dit que cette résiliation-là permet maintenant d'espérer une meilleure lisibilité de la réalisation de l'ouvrage, parce que l'objectif, c'est réaliser l'ouvrage. Alors, donc, le rapport de l'audit a été, donc, lui aussi, envoyé aux partenaires, à tous les partenaires, et également, il a été examiné par le comité de pilotage, qui est dit donc sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et le comité de pilotage a en tout cas validé les orientations qui ont été données, et donc nous sommes dans cette perspective-là. C'est dire qu'à partir de maintenant, les futures étapes pour nous, c'est très rapidement, élaborer un dossier de préqualification. C'est-à-dire, et là aussi, ça a été discuté à Washington, et les bailleurs de fonds ont encouragé qu'on aille vite dans l'élaboration du dossier de préqualification. Nous l'avons déjà élaboré au niveau du Haut-Commissariat, et le projet de dossier de préqualification a été envoyé à nos partenaires. Nous attendons maintenant, et la semaine prochaine, ils seront là. Tous les bailleurs de fonds seront encore ici la semaine prochaine pour une mission conjointe. Et au cours de cette mission-là, nous examinerons ce dossier de préqualification et nous allons lancer la préqualification. Et probablement, ça dépendra de la date qu'on aura arrêtée avec nos partenaires. Mais en tout cas, notre ambition est que novembre, décembre au plus tard, nous puissions lancer la préqualification. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un dossier, de lancer un truc sur le plan international et de demander à toutes les entreprises qui estiment qu'elles sont capables de faire ce genre de travail-là, de nous envoyer leur dossier avec tous les détails de leurs compétences, leurs capacités techniques et leurs capacités financières, et les comités seront mis en place à cet effet pour examiner et sortir de cet exercice-là la liste des entreprises capables de faire ce travail-là. Une fois qu'on a eu la liste des entreprises capables de faire ce travail-là, maintenant on demande à ces entreprises-là de faire des propositions techniques et financières pour choisir une qui va nous réaliser le travail. Donc le processus est assez clair à ce niveau. Vraiment, préqualification, choix de l'entreprise, réalisation des travaux. Dans le même temps, nous travaillons à aller vite pour commencer les travaux préparatoires, très rapidement. Vous avez entendu dans les conclusions du Conseil des ministres, il a été convenu que ces travaux-là démarrent en février 2013. 2014, excusez-moi, autant pour moi, en février 2014. Donc, il s'agit des travaux préparatoires qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps et de pouvoir faire en sorte que donc, nous partons très vite. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est surtout la réalisation du pont provisoire, un certain nombre de travaux en tout cas qu'on doit pouvoir faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est des travaux, si on ne les fait pas maintenant, on risque d'avoir des difficultés après et on risque facilement de perdre une année. Donc nous sommes dans cette étape-là. Toujours donc dans les prochaines étapes, nous envisageons, donc j'avais parlé de la mission conjointe des bailleurs de fonds, elle vient le 28, elle est annoncée pour le 28. Donc au cours de cette mission-là, nous allons examiner le dossier de préqualification. Nous allons élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre cohérente et définitive globale du programme Kandaji. Et deuxième chose, nous envisageons organiser une réunion des bailleurs de fonds en fin novembre. Le lieu n'est pas encore précisé, mais au cours de cette réunion-là, il s'agit de faire le point sur le financement global du projet et également de retenir un mécanisme de coordination des bailleurs de fonds. Puisque je dois vous le rappeler, dans le cadre de ce projet, nous avons une dizaine de bailleurs de fonds. Donc il parle de 10 bailleurs de fonds, déjà avec 2 bailleurs de fonds. Ce n'est pas toujours évident, avec une dizaine de bailleurs de fonds. Donc il va falloir trouver un mécanisme, comment on va coordonner tout ça pour que tout se fasse, et se fasse très bien. Donc cet aspect va être examiné au cours de cette mission.
Et je voudrais peut-être, avant de terminer mon propos, dire 2 mots sur la réunion de Washington. Donc, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le gouvernement du Niger a organisé une réunion spécifiquement sur Kandaji. Alors, au cours de cette réunion, tous les bailleurs de fonds étaient là, et à un haut niveau d'ailleurs, je dois le dire, à un haut niveau, et ils étaient là, et tous de façon unanime ont salué une fois de plus, en tout cas, la décision du gouvernement de pouvoir arrêter cette affaire-là avec l'entreprise russe et de regarder vraiment assez, avoir un chronogramme assez précis de ce qui va être réalisé. Et également, au cours de cette mission, ils ont dit de façon ferme leur engagement à soutenir le gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme-là. Et donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'audit, je n'ai pas insisté sur un certain nombre de questions, notamment la question du gap de financement, parce que probablement, il va falloir avoir de l'argent supplémentaire pour tenir compte un peu d'un certain nombre de facteurs, notamment la question de l'inflation, puisque le premier appel d'offres a été quand même lancé en 2009. Nous sommes en 2013-2014, donc il va falloir tenir compte d'un certain nombre de critères. Il va falloir avoir de l'argent complémentaire. Et les bailleurs de fonds ont marqué en tout cas, ont manifesté leur intérêt à accompagner le Niger pour combler ce gap de financement. De façon ferme, ils ont dit qu'ils seront là avec nous pour pouvoir combler ce gap de financement. Il y a tout un travail technique à faire pour arriver là, c'est sûr, mais plus tard, peut-être des voix plus autorisées vont vous donner des détails de cette affaire-là. Mais en tout cas, voilà où est-ce qu'on en est.